Bonjour, Clémence Montil. Voilà, je travaille au sein du service économie digitale. Soyez les bienvenus aujourd'hui dans ce webinaire 30 minutes pour mon e-commerce qui est proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est une série de webinaires qui a lieu tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin septembre. Nous vous présentons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises. L'objectif de ces webinaires, c'est de vous aider à traverser cette crise sanitaire et à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant, Nicolas Baladier, spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question. Vendre sur les places de marché généralistes, une opportunité pour votre entreprise. Donc, il va vous présenter des solutions concrètes. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions toute demi-heure sur le chat. Il y aura un temps de questions-réponses donc à la fin de cet échange et nous vous enverrons à la fin de ce webinaire la présentation. Voilà, je vais laisser la parole à Nicolas. Bon webinaire. Oui, bonjour à tous, Nicolas Baladier. Alors, je suis moi-même e-commerçant et je travaille sur les marketplaces, donc d'où l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Et je vais essayer de vous décrypter ce qu'on appelle les marketplaces généralistes. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, il y aura un autre webinaire spécialisé sur tout ce qui est ce qu'on appelle les marketplaces verticales ou marketplaces spécialisés, type Mano Mano, La Redoute, Leroy Merlin, etc. Donc aujourd'hui, on va parler des marketplaces généralistes et on va essayer de voir à la fois le panorama, le mode de fonctionnement et au niveau pratique ce que ça suppose pour un commerçant qui souhaite en fait, passer à l'e-commerce et pourquoi pas passer à l'e-commerce avec les places de marché. Alors, le focus, au début, les marketplaces, il y a plusieurs types de marketplaces. Il y a des marketplaces généralistes, vous connaissez sous le nom par exemple d'Amazon, de Cdiscount, d'eBay. Il y a des marketplaces plus spécialisés par domaine de spécialité, focalisés sur des thématiques comme le bricolage ou l'univers de la maison. Et après, il y a des marketplaces locales. Donc, on va voir aujourd'hui les marketplaces généralistes. Première chose, au niveau d'un commerçant, il a plusieurs choix, on va dire, pour passer à l'e-commerce. Il peut passer à l'e-commerce soit en créant un site e-commerce, ça c'est une première solution, soit il peut aborder l'e-commerce en créant une boutique sur une place de marché, une marketplace. Sur le site, avantages et inconvénients, chacune des solutions a des avantages et des inconvénients. Si vous créez un site e-commerce, l'avantage c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, au rythme que vous voulez. Par contre, il y a un gros challenge pour vous qui va être de dire déjà, il faut que je construise mon site au niveau technique. Ici, on verra qu'il y a plein de solutions, mais surtout, comment je fais venir des visiteurs qui deviennent des clients. Parce qu'à un moment donné, c'est créer un canal de vente. Et donc, pour créer un canal de vente, à un moment donné, il faut que, faut qu'il y ait des ventes. Il faut que ça soit intéressant. Et donc, un site internet, un site e-commerce, le problème, c'est comment j'acquiers de la visibilité, soit par les réseaux sociaux, soit par Google, par le référencement, par des campagnes publicitaires, que ce soit sur Google ou sur Facebook, pour en fait acquérir de la visibilité et faire en sorte que des gens viennent chez moi. Ça peut être aussi de l'emailing. Donc le site, gros avantage, vous êtes maître chez vous, vous n'avez pas de commission, mais par contre, il y a un énorme challenge, c'est de rendre visible et d'attirer les bons on va dire les bonnes personnes qui vont devenir des acheteurs sur votre site. La marketplace, c'est autre chose. La marketplace, l'avantage, c'est que quand vous créez une boutique sur une marketplace, si on prend l'exemple d'Amazon, de Cdiscount ou d'autres, vous allez bénéficier en fait du potentiel énorme de la marketplace qui a déjà des clients quelque part. C'est devenu un réflexe d'achat chez les gens d'aller acheter des produits, par exemple, de l'univers de la maison ou tout type de produits sur des places de marché. Donc là, l'avantage, c'est que le potentiel client, il est là. Par contre, l'inconvénient, c'est que aller sur une place de marché, on va voir, ça a un coût et ça nécessite une organisation pour être capable de satisfaire aux critères de cette place de marché. Alors, au niveau des marketplaces, ce qu'on appelle les places de marché, si on prend juste un petit panorama au niveau français, il y a sur les 15 sites les plus fréquentés en France, sur les derniers chiffres qu'on a, 4e trimestre 2020, les 15 premiers sont tous en marketplace. Pas tous en marketplace généraliste. Les généralistes, c'est Amazon, c'est Cdiscount, c'est Carrefour, c'est Leclerc, c'est eBay, c'est Rakuten.
Après, les autres sont en marketplace spécialisé. Mais voilà, première chose, les gros sites en France ont tous développé une notion de marketplace. Et on voit que 72% en fait des Français vont chaque mois sur un de ces 15 sites listés à l'écran. Donc voilà, aller sur les places de marché, c'est un des meilleurs moyens pour toucher des clients. Marketplace généraliste, donc voilà quelques noms que vous connaissez. Donc les plus connus sont Amazon, Cdiscount en France, mais après il y a d'autres acteurs comme Google qui a lancé Google Shopping Action ou on va dire les grandes surfaces, que ce soit Carrefour, Leclerc, qui ont créé des systèmes de places de marché. Il faut voir, c'est quoi? Amazon, c'est 36 millions de visiteurs uniques par mois en France. Cdiscount n'est pas loin, acteur français, 24 millions, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des sites à très très forte audience et à très forte vente. Donc, d'où l'intérêt d'aller éventuellement se positionner sur des marketplaces généralistes. Alors, le principe de la place de marché, c'est de donner la possibilité, en fait, à des clients de venir vendre sur leur site. Historiquement, des Amazon et des Cdiscount étaient des sites e-commerce. Et à un moment donné, ils ont donné la possibilité à d'autres vendeurs, c'est-à-dire vous en tant que commerçant, de pouvoir venir proposer leurs produits sur leur site. C'est la notion de place de marché. Et cette notion de place de marché, l'idée, c'est que la place de marché vous apporte la visibilité, vous apporte le canal de vente, vous apporte les clients quelque part. En contrepartie, vous leur amenez la possibilité d'étendre leur catalogue à l'infini en ajoutant sans cesse de nouveaux produits. Et puis, l'avantage, c'est que vous leur amenez aussi, c'est qu'il y a un mode de financement de cette participation sur la place de marché. Il y a un abonnement qui est en général, on va dire, de 39 € par mois, et il y aura un pourcentage sur les ventes. C'est-à-dire que vous décidez d'aller vendre sur Cdiscount, vous payez 39 € par mois en tant que commerçant pour vendre sur la marketplace, et après chaque fois que vous faites une vente, vous allez avoir un pourcentage qui va être pris en tant que commission que vous réglez à Cdiscount. C'est un pourcentage qui est fixé sur le prix de vente TTC plus les frais de port. On verra que c'est de l'incidence. Donc ce principe, c'est que toutes les places de marché, après, elles fonctionnent, et notamment les généralistes, elles ont plein de catégories de produits. Alors, on peut aussi bien vendre des ordinateurs que des montres, de l'alimentaire ou de l'électroménager. Et par catégorie, en fait, il y a un pourcentage de commission qui est différent. Donc, ces commissions, elles sont différentes en fonction des places de marché. C'est-à-dire que Amazon ne fixe pas les mêmes commissions que Rakuten ou que eBay, et en fonction des catégories de produits. Donc là, c'est en fonction d'où vous vendez en fait vos produits, vous allez avoir un taux de commission qui va s'appliquer. Pour vous, en tant que commerçant, qu'est-ce que ça peut être comme intérêt, comme avantage d'aller sur une place de marché? C'est de trouver d'ajouter à votre commerce physique un deuxième canal de vente. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer aussi votre entreprise. Donc l'idée, c'est pas forcément au détriment de votre activité classique, usuelle, de retail, de magasin de proximité, mais c'est d'apporter un deuxième canal qui va vous permettre de toucher d'autres clients que vous ne toucheriez pas parce que hors zone de chalandise par rapport à votre commerce, d'étendre la zone de chalandise au niveau français ou au niveau international et du coup de vendre plus, qui va renforcer votre entreprise, peut lui permettre de donner de la visibilité, d'amener aussi des clients en magasin, mais surtout développer votre chiffre d'affaires et donc pérenniser votre activité. Alors, le modèle de la marketplace généraliste, on va dire qu'il y a deux acteurs majeurs qui ont un peu lancé ce modèle-là, c'était eBay et Amazon. Le principe, et notamment le modèle Amazon, a normé beaucoup de choses maintenant qui ont été reprises par tous les acteurs, on va dire, des places de marché, que ça soit généraliste ou spécialisé. Première chose, qu'est-ce qu'ils offrent? C'est un catalogue infini, parce que entre les produits qu'ils ont eux-mêmes et tous les produits offerts par les différents marchands, ils ont un choix énorme. Deuxième chose, ils ont mis en place des systèmes d'abonnement qu'on appelle, par exemple chez Amazon, ça s'appelle le Prime, et Cdiscount s'appelle Cdiscount à volonté. C'est des systèmes d'abonnement qui permettent en fait d'être livrés en J+1, donc un jour après la commande, soit gratuitement, soit avec des frais de port très très réduits. Donc l'objectif de
voilà, d'apporter un maximum de services aux clients. Autre chose, une garantie de A à Z, ça veut dire la possibilité pour un client d'être remboursé sur simple demande. Vous recevez un produit, il y a un problème, quel qu'il soit, que ce soit un problème de couleur, de taille, ou que vous n'avez pas reçu le produit, vous faites une garantie de A à Z et Amazon, par exemple, vous rembourse ou Cdiscount vous rembourse. De plus en plus des livraisons express. Par exemple, Amazon a lancé Prime Now dans les grandes villes françaises. C'est une livraison en 1 heure, entre 8 heures du matin et minuit le soir. Donc, que ce soit à Paris, à Lyon, à Nice, dans d'autres grandes villes. Donc, de plus en plus, ils amènent un service énorme de livraison dans les grandes villes. On verra un autre système qui est le fulfillment, c'est-à-dire que pour un commerçant, soit il peut décider de stocker ses produits et préparer ses commandes et les expédier, soit il peut décider de confier en fait le stockage des produits, la préparation des commandes et les expéditions à Amazon ou à Cdiscount ou à ManoMano, et donc c'est le service de fulfillment qui est affiché. Première chose, les grandes questions qu'on doit se poser avant d'aller sur les places de marché. Alors, une première question, c'est est-ce que vous avez le droit de vendre? Vous avez un contrat commercial avec les marques que vous distribuez dans votre magasin physique. Déjà, première chose, si vous êtes par exemple un magasin d'articles de sport, imaginons que vous ayez un contrat de distribution avec Adidas, la première chose, c'est de regarder si vos contrats de distribution avec les marques ou vos fournisseurs vous permettent d'aller vendre en e-commerce. Première étape. Et par exemple, si je pris exprès cet exemple-là, Adidas a des critères très restrictifs. Et je sais que par exemple, j'ai accompagné un sport 2000, explicitement dans leur contrat de distribution, ils n'avaient pas le droit de vendre en e-commerce des produits Adidas. Autre étape, c'est après de vérifier sur la place de marché si vous avez le droit aussi de vendre ce produit. C'est pas parce que vous avez un contrat de distribution qui est peut-être pas précis ou qui permet de faire de l'e-commerce, que vous avez le droit de vendre après ces produits sur les places de marché. Donc, vous allez vérifier les catégories de produits que vous voulez vendre, s'il n'y a pas des restrictions au niveau des places de marché ou des restrictions au niveau des types de produits. C'est-à-dire que, par exemple, une catégorie qui nécessite une autorisation sur Amazon, c'est les jouets, par exemple, notamment sur la période de fin d'année. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsque vous faites votre inscription et que vous inscrivez vos différents produits, vous demandez une autorisation à Amazon qui peut vous demander des papiers complémentaires. Deuxième question à se poser après, c'est le potentiel commercial de vos produits. Donc là, vous avez la chance en fait de pouvoir en fait créer un compte gratuit qui s'appelle Amazon Basic en fait, et vous avez ce qu'on appelle un seller central, un outil, un back-office qui va vous permettre gratuitement d'accéder à toutes les fonctions, de vous former, de regarder comment ça se passe et du coup d'avoir des informations sur les produits qui sont vendus. Vous allez pouvoir voir sur la place de marché les concurrents, où est-ce qu'ils en sont et éventuellement stimuler une vente, par exemple, une commande avec 999 articles et puis Amazon va vous retourner non, il reste 123 articles de ce produit-là chez ce vendeur-là, faire ça plusieurs jours de suite et analyser du coup le rythme des ventes de vos concurrents et du coup déterminer si vous avez intérêt à aller vendre ce type d'article sur la place de marché. Il y a après des produits, des petits logiciels ou des abonnements en ligne qui vous permettent de faire du sourcing de produits ou d'analyser plus finement les produits. J'ai mis 2 exemples avec Helium 10 et Jingle Scout qui permettent d'analyser le potentiel de vente sur la place de marché. Donc du coup, vous, en fonction des produits que vous voulez vendre, vous pouvez en amont faire cette analyse-là. Donc le seller central, c'est vraiment le back-office d'Amazon et c'est l'outil qui va vous permettre après de tout gérer, c'est-à-dire créer vos fiches produits, pousser vos fiches produits, en faire la promotion avec des campagnes publicitaires, analyser vos ventes, gérer les retours, analyser les commandes. Bref, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'analyser toutes vos ventes sur Amazon. Il y a la même chose chez Cdiscount ou d'autres marketplaces généralistes. Donc, mais le principe est toujours le même. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un compte basique qui est gratuit, vous avez accès à ce seller central. Et donc, du coup, sans payer, vous pouvez commencer à regarder comment ça fonctionne, vous former. Il y a une partie avec des formations, des tutoriels. Donc, vous pouvez préparer les choses sans avoir à payer un abonnement, puis après mettre en place progressivement les éléments.
Troisième question à se poser, c'est est-ce que mon produit est déjà vendu sur la place de marché? Ça, c'est une chose à voir parce que le fait que votre produit soit déjà ou vendu ou référencé sur la place de marché, en fait, vous allez vous rendre compte que le travail à faire n'est pas le même. Je m'explique. Imaginons que vous vendiez une gamme de cosmétiques, une marque très connue, euh, et vous regardez en ligne, et si ça se trouve, en fait, Amazon, par exemple, ou Cdiscount, a déjà fait un listing avec toutes les fiches produits qui correspondent à ce qu'on appelle ce code produit, cet EAN. Donc, en fait, toutes les informations sont déjà là. Ça veut dire la fiche produit, les photos, toutes les informations. Donc, dans ce cadre-là, si votre produit, quelque part, il est déjà référencé sur la marketplace, vous avez juste à fournir à Amazon, Cdiscount ou d'autres le prix, le stock, donc la quantité d'articles que vous avez et les frais de port, et vous n'avez pas une fiche produit complète à créer. Une fiche produit avec des photos, des vidéos, des contenus, tout ça. Donc ça veut dire que première chose, c'est de regarder si le produit est déjà existant, est déjà référencé, et s'il est déjà référencé, analyser un peu la concurrence. Mais après, du coup, si votre produit est déjà listé sur la marketplace, vous avez peu d'efforts à faire et envoyer ces informations-là. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'ai formé une personne qui était en charge de l'e-commerce dans une pharmacie. Il vendait sur Amazon en fait des produits, on va dire, de parapharmacie. Ils faisaient entre 100 et 200 ventes par jour. Et en fait, ils avaient aucune fiche produit à leur nom. Ils avaient créé aucune fiche produit. C'est-à-dire que les fiches produits de la marque, des marques qui vendaient, étaient déjà référencés sur la place de marché. Donc, en fait, ils fournissaient à chaque fois que le prix, le stock et les frais de port. Et puis après, ils faisaient des ventes. Et ils faisaient quand même entre 100 et 200 ventes par jour. Donc, j'étais très surpris, se rendre compte que même un commerce très traditionnel peut aller chercher des ventes. Ça ne veut pas dire mettre tous ses produits en vente sur une marketplace généraliste, mais aller chercher des ventes sur des segments, éventuellement, qui ont du sens par rapport aux clients qu'on veut toucher. Ça, c'est le cas où, quelque part, votre EAN, le produit est déjà référencé dans la place de marché. Après, vous pouvez aussi créer votre marque, ça s'appelle le private label sur Amazon. Donc, vous pouvez déposer une marque à l'INPI, la créer sur Amazon, et puis après vendre vos produits. Donc, du coup, vous n'aurez pas d'autres vendeurs qui vendront ces mêmes produits-là. C'est votre marque, et si vous ne le distribuez pas, vous serez le seul revendeur. Mais dans ce cadre-là, vous serez obligé de créer une fiche complète au niveau de la place de marché. Une fiche complète, on verra, ça suppose des titres, des descriptifs, des conseils d'usage, des photos avec des normes et des vidéos éventuellement. Alors, les marketplaces, il y a une problématique de rattachement. Ce que j'évoquais, c'est le fait, pour un même produit, on peut être plusieurs vendeurs. Donc, ça veut dire qu'on va être tous rattachés à la même fiche. C'est-à-dire que Cdiscount ou Amazon ou eBay, notamment Amazon et Cdiscount, ne vont pas créer X fois la même fiche. Il y a un produit qui est par exemple cette corde à sauter qui est à l'écran. Si on est plusieurs vendeurs dessus, il y a une seule fiche qui va avoir plusieurs offres commerciales. Et puis après, celui qui va gagner la vente, c'est celui qui va gagner ce qu'on appelle la buy box. Donc la buy box, c'est à droite de l'écran. C'est ce petit pavé que vous avez par exemple sur Amazon qui va dire quel est le vendeur qui propose le produit à 10,99 €, qui peut être livré en livraison gratuite le jeudi 29 avril, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur une même fiche, vous pouvez avoir d'autres vendeurs, que ce soit des produits neufs ou d'occasion. Et là, par exemple, le vendeur s'appelait Boulou EU, comme nom. Et il y a un autre vendeur qui s'appelle La Cave de la Chapelle. Et effectivement, quand on clique sur La Cave de la Chapelle, on a une autre société qui est la SRL Vincent Colombani, etc. Donc, plusieurs vendeurs sur la même marketplace, voire des vendeurs d'origine différente. Juste pour l'information, Boulou EU, ce sont des Chinois. Par contre, La Cave de la Chapelle, c'est une SARL française qui est à Nantes, etc. Alors cette buy box là, ce qui fait gagner en fait la vente sur Amazon, ça veut dire que en fait quand vous faites une recherche de produits que vous voulez acheter sur Amazon, il y a un produit qui est mis en avant, un vendeur qui est mis en avant, celui qui a gagné la buy box. Si je clique sur ajouter au panier ou acheter cet article, je vais acheter chez lui. Par contre, il peut avoir d'autres offres en dessous, d'autres vendeurs. Rien ne vous empêche de choisir d'autres offres.
pour être éligible à cette buy box, donc ça c'est un peu les critères de qualité, Amazon a normé beaucoup de choses. Donc vous, en tant que commerçant, il va falloir en fait énormément s'organiser pour être capable de respecter les standards d'Amazon. Et les standards, ça veut dire expédier en 24-48 heures, mais ça veut dire aussi avoir un pourcentage de commandes parfaites de 95%, des livraisons à temps de 97%, etc. Un taux d'annulation très faible et des délais de livraison toujours inférieurs à 14 jours. Donc, en fait, Amazon a normé cette façon d'expédier. En fait, il faut être très réactif, expédier rapidement, essayer d'avoir des prestataires, c'est-à-dire qui vous assurent la livraison, c'est-à-dire une filiale de la Poste, DPD, Colissimo, Lettres Suivies ou d'autres acteurs, Mondial Relais, etc. Donc, qui livrent rapidement vos produits et surtout, vous expédiez, vous, en 24 à 48 heures. Donc, accéder et vendre sur les places de marché, ça suppose de se mettre en ordre de bataille aussi pour être capable de respecter ces standards-là. Au niveau des fiches produits, on évoquait tout à l'heure les fiches produits. Donc, vous avez plusieurs façons de créer ces fiches produits sur les places de marché généralistes, que ce soit Amazon, Cdiscount ou d'autres. Soit vous passez par leur back-office, qui s'appelle Seller Central chez Amazon et qui a un autre nom chez Cdiscount, pour saisir les informations et créer vos fiches produits qui après vont être mises en vente sur la place de marché. Première solution. Deuxième autre solution, si jamais vous avez un outil qui gère déjà vos informations produits au niveau de votre caisse, de votre magasin, et vous pouvez exporter un format, ce qu'on appelle CSV, une sorte d'Excel, une sorte de tableur avec toutes les informations produits, vous pouvez après les importer dans la marketplace, que ce soit Cdiscount ou Amazon, et mettre en vente vos produits. Autre possibilité, si vous avez déjà un site e-commerce, vous pouvez via un petit module exporter vos fiches produits déjà créées sur le site e-commerce dans la place de marché. Et après, ceux qui veulent s'organiser, qui ont déjà un volume plus important et qui veulent aller sur plusieurs places de marché, 3, 4, 5 et ainsi de suite, beaucoup plus, ils peuvent passer par un outil qu'on appelle un gestionnaire de flux qui va gérer toute cette partie. Vous voyez, il y a plusieurs solutions en fonction du nombre de produits que vous avez à créer, de votre budget et de l'existant. Est-ce que vous avez déjà un site e-commerce ou pas? Est-ce que vous avez rien du tout et qu'à ce moment-là, il faut créer les fiches produits directement dans le back-office d'Amazon? Vous avez plusieurs solutions. Donc, cette fiche produit, à la fin, bon, quand elle est en vente, elle est comme ça. On dit toujours en e-commerce, on achète un prix sur la base de photos. Alors, c'est un peu caricatural, mais ça veut dire que le prix, il est important. Il est important d'être bien placé, d'être bien positionné, mais après, ça ne veut pas dire toujours à la baisse, mais c'est d'être bien positionné et que les photos donnent envie d'acheter le produit. On ne peut pas toucher le produit en e-commerce. On achète sur la base de photos ou de vidéos, donc ça veut dire que les photos doivent être de qualité. Et après, tous les éléments qui peuvent rassurer le client, plus on a des informations qui sont claires, explicites sur la provenance, sur la composition, sur l'usage, sur tout ça. Donc voilà, ce type d'informations, ça va rassurer le client et c'est hyper important. Donc du coup, e-commerçant, ça veut dire aussi faire différentes choses. Mais on a vu que ça pouvait être différent. Si cette marque était déjà enregistrée, la Provençale, par exemple sur Amazon ou Cdiscount, peut-être qu'il y a juste le prix, la quantité de produits que vous avez et les frais de port que vous appliquez à transmettre et tout le reste est déjà présent. Et du coup, en fournissant juste ces informations-là, vous pouvez vendre ce produit-là et rentrer en phase e-commerce sans avoir à rédiger toutes ces fiches produits. Les photos sont très importantes en e-commerce et encore plus sur les places de marché. Et souvent, il y a des normes. C'est-à-dire que la photo numéro 1, elle doit être détourée sur fond blanc entre 1000 et 2000 pixels de côté. Et les photos suivantes peuvent avoir des caractéristiques différentes. Mais l'idée, c'est d'avoir, si possible, plusieurs photos sur un produit. Idéalement, sur une marketplace, souvent, c'est 5 à 7 photos dans un idéal, si vous les avez, si vous pouvez. Voilà, on peut vendre après avec 2 photos, il n'y a pas de souci, mais dans un idéal, c'est d'avoir plusieurs photos et des photos de qualité. Donc là, il faut vous retourner aussi auprès de soit de vos fournisseurs, soit de faire soi-même les photos pour compléter les fiches produits. Autre chose dans les places de marché, il y a la notion de Prime. Le Prime, ça veut dire que vous avez des systèmes d'abonnement.
Par exemple, ça s'appelle Prime chez Amazon, ça s'appelle autre chose chez Cdiscount. En fait, en prenant un abonnement, vous avez des livraisons, des frais de port qui sont gratuits ou très réduits. Et puis après, vous avez plein d'autres avantages. Un des gros services et une des tendances, c'est une accélération des rythmes. Prime Now, c'est être livré en 1 heure dans les grandes agglomérations. Donc, on est vraiment sur de l'ultra court. Autre notion à comprendre pour comprendre cet univers des marketplaces généralistes, et notamment Cdiscount, Amazon, c'est qu'ils proposent des services qui permettent en fait ils vous déchargent de la partie stockage et la partie préparation de commandes et expédition. Donc chez Amazon, ça s'appelle du FBA, donc ça veut dire que vous pouvez envoyer vos produits à un entrepôt Amazon, ils vont les stocker et c'est eux qui vont préparer les commandes et expédier et gérer la relation client liée à la livraison. Donc, vous leur sous-traitez toute cette partie-là. C'est une possibilité. L'autre possibilité en FBM, c'est de faire soi-même en fait les préparations de commandes. Vous avez un magasin, une boutique avec un stock et des produits. En complément de ce que vous faites en activité traditionnelle, vous pouvez expédier donc des colis avec Colissimo, avec n'importe quel acteur qui est adapté, et donc gérer ça en FBM. Donc c'est vous qui gérez les préparations de commandes et les expéditions. C'est la notion de FBA et FBM. En FBA, quelque part là, Amazon, il se charge de tout, mais Mano propose la même chose, Cdiscount propose la même chose. Ça veut dire qu'il vous décharge de la partie stockage et logistique e-commerce. Et vous, soit vous faites vous-même à partir de votre commerce les préparations de commandes, soit aussi vous pouvez travailler avec un logisticien spécialisé en e-commerce, autre que les marketplaces, pour qu'il vous stocke vos produits et prépare les commandes. L'intérêt des marketplaces généralistes, c'est que vous pouvez aller commencer déjà par un territoire national et après étendre à toute l'Europe ou au monde entier. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait commencer par dire tiens, je commence à travailler sur Amazon en France ou sur Cdiscount en France, et puis après de dire tiens, ça marche pas mal, j'aimerais attaquer le marché espagnol, italien, Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Et donc du coup, ils peuvent vous proposer différentes options qui permettent en fait de déporter une partie de votre stock dans différents entrepôts des différents pays pour permettre en fait d'expédier vos produits le plus vite possible aux clients locaux et surtout avec des frais de port moins chers que si vous expédiez de France un colis en Allemagne ou au Royaume-Uni. Donc en expédiant directement à partir de leur entrepôt basé par exemple au Royaume-Uni sur un client britannique, c'est le cas. Donc maintenant, on va passer au temps de questions-réponses. Voilà, je sais qu'il y a eu quelques questions. Alors, ouais, il y a quelques questions. Donc, Nicolas, il y a 3 questions de fond pour l'instant. Donc, la première sur les ventes en marketplace généraliste ne concernent-elles que les produits de type industriel ou est-ce qu'il est possible de proposer des produits artisanaux? Il y a une autre question sur savoir si c'est ouvert aux artisans. Et puis, je te pose en même temps la deuxième qui me paraît reliée, c'est Vinted et Le Bon Coin sont plutôt destinés bien sûr à des produits d'occasion, mais peut-on vendre aussi des produits neufs? Est-ce que c'est plus facile que sur des grosses marketplaces? Voilà, première série de questions. Alors, donc sur la première question sur les marketplaces, attendez, vous pouvez redire la thématique? J'étais sur la deuxième là. Alors, sur la deuxième, c'était donc la première, c'était est-ce que ça concerne que l'industriel ou des produits artisanaux? Et la deuxième, c'est Vinted, Le Bon Coin, les systèmes d'occasion. Est-ce qu'on peut mettre du neuf dessus? Ok. Alors, les places de marché généralistes, et notamment les Amazon, Cdiscount, etc., sont plutôt faites pour des produits neufs. Ça, c'est clair. Après, ils proposent en général des possibilités de vente de produits d'occasion. Au niveau des produits artisanaux, souvent, ils ont des rubriques qui peuvent s'appeler homemade, etc. Mais pour moi, c'est souvent pas les canaux qui sont appropriés pour vendre ce type de produits. Les produits artisanaux, vous aurez sans doute plus d'opportunités d'aller sur des marketplaces plus spécialisés comme Etsy, par exemple, qui a racheté un acteur français il y a quelques années qui s'appelait Little Market, qui est vraiment beaucoup plus dédié à des produits homemade ou artisanaux. Après, dans des
marketplace généralistes, par exemple comme Cdiscount, ils ont une partie made in France. Donc dans le made in France, normalement, voilà, c'est des produits fabriqués en France. Donc après, en fonction de ce que vous appelez produit artisanal, ça peut rentrer ou pas dans ces différentes catégories. Alors pour moi, souvent, c'est pas forcément pour un produit artisanal, une marketplace généraliste est pas forcément la plus appropriée. Il y aura d'autres outils qu'on verra dans les marketplaces spécialisés, d'autres canaux de vente qui peuvent être peut-être plus adaptés. Par exemple, si vos produits, par exemple, ils peuvent rentrer sur Nature et Découverte, ça peut être très bien. S'ils peuvent rentrer sur Etsy, et ça assez facilement, c'est vraiment dédié aux produits artisanaux. Etsy, c'est vraiment Etsy, ils refusent on va dire les entreprises qui font juste du négoce. Il faut produire, il faut être artisan ou vraiment une toute petite industrie pour pouvoir vendre sur Etsy. Donc c'est beaucoup plus ces canaux-là qui seront adaptés. Après, Vinted et Le Bon Coin. Alors Vinted, effectivement, il y a une partie vente. Effectivement, c'est plutôt historiquement Vinted et Le Bon Coin beaucoup plus dédiés à l'occasion. Rien n'empêche de vendre des produits neufs. C'est une possibilité. Donc ça, sans souci. Le Bon Coin, pour moi, n'est pas vraiment une marketplace, même s'ils sont en train d'y aller doucement. Historiquement, c'est un site d'annonce et de vente entre guillemets entre particuliers, mais le paiement sécurisé ne se faisait pas sur Le Bon Coin. Maintenant, ils ont commencé à ouvrir avec notamment tout ce qui était location saisonnière, enfin, c'était offre locative touristique. Ils sont en train d'aller de plus en plus vers la notion de marketplace. Mais bon, Le Bon Coin pour moi est plus un canal où vous allez pouvoir en fait trouver éventuellement des clients, essayer de les ramener sur votre site pour finaliser la vente. Et après, sur les produits artisanaux, il y a Facebook aussi. Facebook, c'est le réseau social, mais vous avez aussi une partie marketplace et une partie Facebook Shop qui permet de créer un boutique en ligne. Et vous pouvez complètement connecter en fait cette boutique en ligne avec votre site e-commerce, qui soit réalisé avec Shopify ou WooCommerce, et donc du coup aller vendre des produits artisanaux via Facebook. Ok. Alors, une question sur les marketplaces. À plusieurs reprises, plusieurs personnes nous indiquent que dommage que les exemples ne s'appuient que sur les géants des marketplaces. Oui. Donc, est-ce que tu peux dire un petit mot sur les marketplaces locales qui ne sont pas abordées là dans cette séquence aujourd'hui, peut-être? Alors, Et c'est puis vrai que des séquences. on va dire les marketplaces généralistes, presque par nature, vu qu'ils vendent tout et n'importe quoi, sont des gros acteurs. Après, il existe des marketplaces spécialisés et des marketplaces locales. Des marketplaces spécialisés, ça peut être des Alltricks, par exemple, qui permettent de vendre des produits dans l'univers du vélo sur une niche, mais ça peut être aussi Greenwiz dans le domaine des produits bio et des produits alimentaires bio, et d'autres acteurs. Et après, ça veut dire qu'il y a plein de marketplaces, qu'elles soient locales ou très très spécialisées, dédiées à un univers donné, qui peut être plus petite, mais qui peuvent être pertinentes. Là, je sais effectivement, je vous ai parlé des acteurs majeurs. Voilà, ça fait partie du thème du jour. Après, rien ne vous empêche d'aller sur des places de marché locales. Après, ce qu'il faut voir, c'est que une place de marché locale, elle peut avoir un intérêt pour essayer de ramener des clients à votre boutique physique. Après, ils jouent pas dans la même catégorie, dans la même cour en termes de volume de vente et en termes donc du coup de chiffre d'affaires généré. Voilà, je vends n'importe quoi, des produits du textile de la maison, des coussins, des rideaux. Je vais sur ma marketplace locale, peut-être que je peux faire quelques ventes supplémentaires ou acquérir de la visibilité pour mon commerce, et c'est très très bien. Par contre, si je veux vendre, faire des dizaines de ventes ou des centaines de ventes par jour, il vaut mieux que je sois référencé sur La Redoute ou sur des coussins de sol, sur Mano Mano ou n'importe quel autre marketplace. Donc effectivement, je joue pas forcément dans la même catégorie sur un côté capacité à générer des ventes. Mais il n'y a rien voilà, après c'est des choix en tant que chef d'entreprise. Vous pouvez aussi avoir une stratégie sur les marketplaces locales pour acquérir de la visibilité, faire marcher le commerce local et amener des gens à votre commerce. Et en complément, aller chercher des ventes
sur une marketplace généraliste pour développer un deuxième canal de vente complémentaire à votre boutique. D'accord. Y a-t-il des branches possibles, des modules pour les services, en dehors du coup de la question sur l'artisanat? Alors, il existe des choses effectivement sur les services, mais entre guillemets, oui, tout à fait. On va le voir dans un autre webinaire qui sera vraiment dédié aux services. Mais c'est vrai que les services, par nature, voilà, souvent le service, entre guillemets, on va pas l'expédier. C'est pas un produit physique, mais il existe des marketplaces sur les assurances, par exemple, et il existe des marketplaces pour trouver un artisan, il existe des marketplaces de plein de sujets. Et donc c'est plus qu'un annuaire, hein, c'est vraiment des notions de place de marché. Il existe des marketplaces pour trouver des transporteurs. Il existe en fait plein d'univers de marketplaces, y compris dans l'univers des services. Et ça peut être des services de tout et n'importe quoi, de dératisation, d'expédition, enfin de livraison de palettes de produits, d'assurance. Donc il existe effectivement des marketplaces de services ou de produits dématérialisés, y compris de produits digitaux ou de produits voilà, touristique, par exemple. Vous achetez un package pour faire un séjour à l'étranger le jour où on pourra ressortir du territoire. Bon, ben, vous pouvez tout à fait acheter sur une marketplace en ligne un produit quelque part offre de service proposé par un acteur X, Y ou Z. Oui, il y a plein de marketplaces dédiés. Alors après sur des activités sportives, sur tout ce que vous voulez. Est-ce que, Nicolas, les marketplaces sont surtout dédiés à des produits de petite dimension ou est-ce qu'on peut utiliser également ces marketplaces pour des meubles de très grande dimension? Qu'est-ce que vous conseilleriez là-dessus? Alors, et donc les marketplaces, vous pouvez vendre des canapés, des armoires, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limitation, je dirais, sur la place de marché. Par contre, si jamais vous voulez vous servir des services d'Amazon ou de Cdiscount ou de Mano pour qu'ils stockent les produits et qu'ils les expédient, là en général il y a des restrictions parce que ce sont des produits très volumineux. Mais si vous, par exemple, vous êtes vendeur de canapés, si vous vous positionnez sur La Redoute, sur Cdiscount, je sais pas, Amazon et puis un autre acteur, et si c'est vous qui gérez après le stockage et l'expédition de la commande, rien ne vous empêche de passer par voilà, de vendre sur la place de marché. Par contre, effectivement, le circuit de distribution de votre colis, il est différent du circuit classique. C'est-à-dire que classiquement, quand on vend des petits produits, on passe par ce qu'on appelle les circuits messagerie, hein, les Colissimo, Chronopost, etc. En général, c'est des colis de moins de 30 kilos et de taille de 40 cm par 60 par 1 mètre maximum. Ça, c'est le cas classique, c'est circuit de messagerie. Si vous expédiez un canapé, ça passe par un transporteur qui va livrer votre client via une solution de transport différente. Mais il n'y a pas de restriction sur la taille du produit. Je vous donne un exemple. Un de nos clients sur le logiciel qu'on édite qui va gérer une activité e-commerce, il vend des chalets et des carports, vous savez, des chalets de loisirs, des carports. On a un autre e-commerçant qui vend des escaliers, des rambardes, des garde-corps, etc. Donc effectivement, un escalier, quand vous expédiez un escalier, c'est entre guillemets un colis qui fait 3 mètres par 1 mètre par 1 mètre 50. Voilà, c'est d'autres solutions de transport, mais il n'y a pas de limitation. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que tout se vend en e-commerce. C'est-à-dire que des fois, on a des limitations en se disant oh oui, le luxe, non, il va pas trop se vendre, ou les produits artisanaux, ils vont pas trop se vendre, ou les produits artistiques vont pas trop se vendre, ou les produits volumineux. Non, là, les gens quand même acheter un canapé ou un escalier ou un chalet en ligne, si, ça se vend. Donc voilà, il y a pas de souci. Ok. Alors une question concernant une imprimerie. Est-ce qu'il est possible de vendre sur Amazon pour une imprimerie en sachant que ce sont des produits personnalisables et qui ne possèdent pas forcément de code EAN? Alors pardon, là c'est une question technique, EAN. Ouais. Alors en fait, pour comprendre, c'est-à-dire que pour vendre sur une place de marché, vous êtes obligé d'avoir un code produit. Ce code produit, en général, il est donné par le fournisseur. C'est un code à 13 chiffres. On appelle un EAN, qui va permettre d'identifier le produit. Si vous créez vous-même vos produits, ça veut dire que vous devez créer vos EAN. Donc après, il y a une association qui s'appelle GS1 qui permet en fait d'acheter des EAN
et donc vous accolez à votre produit un EAN sans difficulté. Donc du coup, après, si le produit il existe, il est physique et il a un EAN et c'est vous le propriétaire de la marque qui vend ce produit, il n'y a pas de difficulté à aller dans ce champ-là. Donc un imprimeur qui fait des produits personnalisés peut créer ce genre de produits et les vendre. Après, ce qui est la difficulté, c'est comment se fait la personnalisation. Est-ce que la personnalisation, c'est je prends un produit et puis je prends une option qui va être le prénom de la personne ou je sais pas quoi, les tuiles, ce qui va faire que la combinaison des deux va faire un produit personnalisé. Donc, est-ce qu'on peut organiser ça ou est-ce qu'il y a vraiment chose qui va changer l'esthétique du produit et en faire un produit très très différent. Donc là, il faut regarder à chaque fois en fonction de quel est le service proposé. Voilà, les marketplaces, elles ne proposent pas, par exemple, un configurateur visuel qui permet à un client de dire, j'ai n'importe quoi, je prends une sneaker, une basket, j'ai une palette d'outils, je repeins la semelle en rose fluo et les lacets en jaune et je mets un petit cœur et je veux que le fabricant me fabrique cette paire de sneakers là. Voilà, jusqu'à présent, ils vont pas sur ce champ de la personnalisation et des services en fait qui peuvent donner la main au client final pour personnaliser son produit. Ce qu'on peut faire sur un site e-commerce en propre. Nous avons une question sur Amazon Art, savoir comment ça se passe, que pouvez-vous en dire sur la vente d'œuvres artistiques? Alors, pour être super franc, je connais très mal. Donc, J'étais en train de me dire, on n'a jamais réussi à coller Nicolas Balédier pour l'instant sur les questions. Ouais, voilà, je préfère le dire, donc ça évite de raconter des âneries. Il y a des places de marché qui sont vraiment dédiées à l'univers de l'art. Je sais que Amazon, a fait cette catégorie-là, cette possibilité-là. Je dirais quelque part, tout dépend du niveau artistique du produit et du niveau de prix. Si c'est une création et que l'image, imaginons que c'est une peinture, que le prix il est dans un segment de prix pas hyper élevé, peut-être que ça peut être intéressant de vendre par ce canal-là. C'est vrai que moi j'irai pas chercher acheter de l'art sur Amazon, mais peut-être que c'est mon prisme et peut-être que demain ils vont acheter, développer quelque chose d'ultra puissant, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais aujourd'hui, je connais pas et je travaillerai plutôt sur d'autres canaux pour vendre des produits artistiques. Après, si c'est des lithographies, des reproductions de choses, etc., peut-être qu'il faut tester. Pour moi, les acheteurs de produits artistiques au jour d'aujourd'hui ne vont pas forcément sur Amazon pour acheter ce genre de produit. C'est là aussi juste pour dire que les marketplaces généralistes, c'est pas toujours en fonction de la typologie de votre produit, vous pouvez avoir intérêt. C'est pas parce qu'ils ont un gros trafic et des millions de clients que c'est le meilleur canal pour vous. Si ça se trouve une marketplace beaucoup plus spécialisée dans le domaine de l'art, elle fera peut-être, n'importe quoi, Amazon 36 millions de clients, peut-être que là ils ont 300 000 clients cette marketplace, mais cette marketplace elle a peut-être vraiment les bons acheteurs pour vous, enfin les bons clients qui peuvent vraiment acheter vos produits là. Donc c'est à chaque fois en fait une réflexion. Il n'y a pas que la taille qui compte, il y a l'adéquation avec vos produits et du coup est-ce que les clients vont acheter ce type de produit sur cette marketplace. Je vous donne un exemple. Nous, on a un business e-commerce dans l'univers du textile de la maison. À un moment donné, on poussait plein de produits sur Fnac Darty. On faisait un bid. Fnac Darty, c'est une très belle marketplace, il n'y a pas de souci. Mais les gens vont pas acheter des coussins sur Fnac Darty. Ils vont acheter des produits culturels, ils vont acheter des produits électroniques. Ils vont pas acheter des coussins ou des rideaux. Donc voilà. Donc il y a une question d'adéquation à un moment donné. Et donc là, sur la partie artistique, je penserais pas à l'instant T à Amazon en marketplace généraliste. Alors, je propose peut-être une dernière question, puis on va clore parce que normalement on était sur un projet d'une demi-heure de webinaire. Comment cela se gère quand une commande est faite par un consommateur sur le site marketplace? A-t-on l'information de façon simultanée? Donc, je suppose que c'est une question de la part d'un commerçant qui veut savoir comment il suit les commandes faites par un consommateur. Comment ça se passe après?
En général, quand vous vendez des produits sur une place de marché, donc vous avez la fiche produit et puis vous avez donc du coup un stock, une quantité. Donc ça veut dire que quand la commande, quand un client veut passer la commande, si vous avez du stock, la marketplace l'accepte et puis après, elle va finaliser quelque part la commande en encaissant la somme qui doit être versée. Et instantanément, entre guillemets, à partir du moment où la somme est payée, alors je suis un peu caricatural, mais au moment où la somme est payée, la commande donc du coup est considérée comme complète, et donc du coup la commande redescend dans votre back office, Cdiscount, Amazon ou autre. Et donc du coup vous êtes alerté, il y a des alertes après vous pouvez recevoir sur mobile pour savoir les commandes qui tombent en temps réel. Et donc du coup effectivement pour un commerçant c'est une vraie problématique de gestion de stock. Si vous avez le même stock qui est le stock de votre boutique et en ligne, ça veut dire que dès qu'il y a une commande notamment qui est prise en ligne, il faut être à même d'enlever le produit en magasin pour qu'il soit pas vendu en magasin. Donc effectivement, si c'est le même stock, il y a des problématiques qu'il faut gérer, quitte à mettre un stock mini sur les places de marché, enfin, ou prendre des marges de manœuvre. Et des fois, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Mais pas de souci. Une marketplace, à partir du moment où la vente se fait, la commande tombe dans votre back office à vous, et après vous avez différents systèmes d'alerte sur mobile, par mail. Vous pouvez aller sur votre back office, voir quelle est la nature de la commande, son montant, voilà, toutes les informations qui sont nécessaires après pour expédier la commande, donc générer l'étiquette, etc. On va clore ici. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux ajouter autre chose. Eh ben, à très bientôt. J'ai mis mon mail dans le le chat. Donc, s'il y en a qui ont des questions qui veulent me poser des questions, ils peuvent m'envoyer un petit email. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Voilà. Si vous voulez des liens ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit email et j'essaierai d'y répondre. À bientôt. À bientôt. Au revoir.